survivor of a crime does not have the right to make a decision about what happens to their body next. That is immoral. I'm not president right now. Will you accept the results of the election? If it's a fair, absolutely. In the name of a man that has never stood up and has stood up against us. Well, I'm a man. No, you a punk. Salut, ici Valérie Beaudoin. Nous sommes à une semaine de l'élection présidentielle américaine après une campagne qui a semblé par moments interminable. En fait, je devrais dire deux campagnes, parce qu'il y a eu celle de Joe Biden contre Donald Trump et celle de Kamala Harris contre Donald Trump. Il y a tellement eu en fait de rebondissements qu'on a l'impression que l'abandon de Joe Biden, c'était il y a une éternité. La campagne actuelle a évolué, le ton des démocrates est devenu plus dur, on est passé d'une campagne de joie à une campagne qui est beaucoup plus axée sur l'attaque. Chez son adversaire, donc Donald Trump, pas de changement de ton. Il a été fidèle à lui-même. On utilise d'ailleurs une expression pour parler des gars « boys will be boys ». Je dirais en ce sens que Trump will be Trump. On est tellement habitué à ces attaques, ces réponses détournées, ces mensonges que je suis prête à dire sans hésiter qu'on a un double standard lorsqu'il est question du candidat républicain. L'autre question qui reste, au-delà de qui va gagner, quelle sera la question de l'urne? Pour quel enjeu les gens sont-ils prêts à aller voter? Quels enjeux les motivent dans leur choix du prochain président ou de la prochaine présidente? Pour discuter de tous les enjeux qui ont marqué la campagne électorale et qui seront possiblement décisifs le 5 novembre prochain, je suis accompagnée de nul autre que Patrick Lagacé. Bonjour Patrick. Salut Valérie. Animateur de Lagacé le matin au 98.5. Merci de faire du temps supplémentaire. Plaisir. Pour être avec nous, pour enregistrer l'épisode. Je commence avec une question super générale. Qu'est-ce que tu retiens de la campagne? Ça peut être une chose, plusieurs choses. Ça peut être l'ambiance, le ton. Qu'est-ce qui t'a marqué jusqu'à maintenant? La campagne est comme les deux dernières campagnes présidentielles, c'est le Trump Show. Encore une fois, il est au centre de tout. Il définit le reste de la campagne de ses adversaires aussi. Je pense pas que Biden aurait lancé la serviette si l'adversaire n'avait pas été Trump. Donc, moi, c'est fascinant. Je suis ça depuis longtemps, la politique américaine. Je suis un peu un nerd d'actualité, puis je me souviens de vieilles campagnes. J'ai jamais vu un candidat comme Trump. J'ai jamais vu un candidat trou noir comme Trump, c'est-à-dire qui absorbe toute la lumière et même la lumière de ses adversaires. Donc, c'est atypique. Donc, je te dirais vraiment, ce qui définit cette campagne-là, encore une fois, c'est le Trump Show. Est-ce que tu trouves qu'il va plus loin que dans les dernières campagnes? C'est dur à dire. Je pense qu'il allait plus loin dans sa première campagne. Ah oui? Bien, il allait plus loin parce qu'on partait de zéro. Tu vois, disons que le curseur de la décence, il était là. Bien là, maintenant, le curseur de la décence, il l'a tiré là. Donc, est-ce qu'il va plus loin aujourd'hui? Dur à dire. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment cette tendance à l'outrance ne lui nuit jamais. Moi, j'étais de ceux qui pensaient qu'en 2020, quand il avait perdu, c'était peut-être pas la fin du Trumpisme, mais la fin de Trump. Pas du tout. Il y a une relation sectaire entre les Américains qui l'aiment et qui l'aiment beaucoup et Donald Trump. Et c'est assez fascinant parce qu'il y a une période après les élections, si tu te souviens, de mi-mandat, où là, les candidats trumpistes ou les candidats nommés par Trump avaient perdu. On a pas eu l'espèce de raz-de-marée rouge. Là, on se disait, Ron DeSantis va être le sauveur. Le Parti républicain va tourner le dos à Donald Trump. C'est pas ça pantoute qui est arrivé. C'est pas ce qui est arrivé. Puis, moi, je comme beaucoup de gens, là, je trouve que c'est beaucoup trop serré pour dire je vais gager mes REER sur tel ou tel candidat. Je te conseille de pas. À moins que tu veux le gager avec moi ou je ne sais trop, puis moi, je ne gage rien. Tu sais, quand tu parles des midterms, par exemple, aux midterms, on anticipait une sorte de vague rouge qui n'est jamais survenue. Et là, autant c'est serré, autant je me dis, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que la force des républicains est surestimée? J'en ai aucune idée, même là-dessus. Tu sais, je me dis que peut-être qu'on va se réveiller puis que Mme Harris va gagner plusieurs États clés, qu'elle va être présidente. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont contester. Les républicains vont contester. Ils ont déjà commencé à jeter les bases de leur contestation. Ils sont encore mieux préparés, je pense, qu'avant. Ils ont nommé des partisans, des gens loyaux au plus haut échelon. Tu sais, il y a un comité sénatorial, je pense, ou un comité au Congrès là, qui est chargé de ce qui est généralement une formalité. Certifier
les votes du collège électoral. Ils ont nommé des Trumpistes sur ce comité-là. Oui. Dans les bureaux de circonscription, tu vas avoir des Trumpistes qui sont dans la secte, qui vont essayer d'invalider des bulletins de vote. Tout ça est très inquiétant. Et tu sais que je reviens d'une tournée aux États-Unis. Oui. J'ai été dans les États clés des Grands Lacs. J'ai terminé au Michigan. Puis au Michigan, ce qu'on m'a dit, c'est que les chiffres sont meilleurs qu'en 2016, sont meilleurs qu'en 2020. Pour les démocrates. Pour les républicains. Pour les républicains. On dit qu'on est plus organisé, qu'il y a plus de bénévoles, que les publicités, ça fonctionne mieux. En fait, je les ai sentis beaucoup plus confiants que les démocrates de façon générale. Là, tout le monde que j'ai passé, c'est vrai. Oui, les démocrates vont dire Harris va gagner, la joie, le positif va surmonter. Mais on sent que c'était pas aussi senti et confiant que du côté des républicains. Je suis pas surpris d'entendre ça. Quand tu vois la campagne, tu sais, Mme Harris a insufflé une dose de joie, oui. Une dose de positivisme. Et quand elle est arrivée, il y avait un tel choc avec M. Biden que, bon, elle a eu un effet de levier, d'élan. Mais je trouve pas qu'elle a fait une grande campagne. Je trouve pas qu'elle s'est distinguée comme une grande campaigner. Et l'autre affaire, tu sais, je te disais tantôt, Valérie, c'est le show Trump. Qu'est-ce qu'ils proposent, les démocrates? Je regarde ça de loin. Tu sais ce que Trump propose. Moi, je trouve ça hallucinant. Mais les démocrates, le message, c'est beaucoup Trump est un ci, Trump est un ça. Et parfait, il faut le dire. Trump est un fasciste, qu'est-ce que Kamala Harris a dit il y a quelques jours? Oui, puis il y a des gens qui le disaient il y a longtemps. Mais la réalité, c'est que ça colle jamais. Ça colle jamais, ça ne l'empêche pas de progresser. Donc, qu'on l'attaque, ça fait partie de la politique. Mais c'est quoi le message économique de Mme Harris? C'est quoi son message sur ce qu'elle serait? C'est un peu noyé dans ses attaques. Mais justement, dans les enjeux qui comptent le plus pour les Américains, est-ce que toi, l'économie, ça arrive en tête? C'est clair que c'est l'économie. James Carville l'avait dit, un des conseillers de Clinton en 92, « It's the economy, stupid ». Et pour lui, c'est toujours une question d'économie. Ici, je vais te donner un exemple, c'est pas toujours juste l'économie. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que la société canadienne, la société québécoise sont des sociétés où il y a des plus gros filets sociaux. Il y a des gens qui, s'ils ont une mauvaise passe dans leur vie, ben il y a un filet social, disons. OK? Quand tu compares ça au filet social américain, qui est plein de trous, aux États-Unis, il y a un effet net quand l'économie va mal. Tu as beaucoup plus de gens qui souffrent et qui souffrent beaucoup. Donc, je pense que ici, tu sais, quand Trudeau a été élu en 2015, je pense pas que c'était pour des considérations économiques. Il y avait une fatigue par rapport à Harper, mais aux États-Unis, ça se joue toujours là-dessus. Donc, oui, il y a du ressentiment racial. Oui, il y a un ressentiment contre les élites qui sont vues comme étant souvent démocrates, mais du point de vue de la perception de l'économie, même si l'économie américaine va bien, tu as beaucoup de gens qui n'ont pas oublié ce qu'ils ont eu comme souffrance avec le ralentissement économique, avec l'inflation, et qui mettent ça sur le dos uniquement des démocrates. Moi, je pense que c'est pas uniquement dans cette élection, mais aux États-Unis, c'est toujours à propos du niveau de vie et de l'économie. Mais c'est que tu votes finalement avec ton portefeuille. Puis ça fait des années que je couvre la politique américaine. Puis au début de Trump, je me souviens, les gens ne l'aimaient pas du tout, les républicains. Là, il y en a qui se sont habitués à lui, ils aiment son style. Mais au départ, il me disait « Ah, mais je vais me fermer les yeux sur tout ce que je vais lire à propos de ses commentaires sur les femmes. » Là, on se souvient au début de la campagne et tout ça en 2015-2016. Sur tout ce qui est au niveau son éthique, son passé, parce que je veux voter avec mon portefeuille. Je veux pas payer plus d'impôts, je veux pas que le salaire minimum augmente si j'ai une petite entreprise. Puis là, c'est plus, dans mon panier d'épicerie, je le sens. T'sais, dans mon loyer, je le sens. Puis, tu sais, on peut parler de Trump, puis je l'ai dit, je trouve que Trump est un trou noir dans cette élection-là, encore plus que dans les autres. Et les démocrates, qu'est-ce qu'ils proposent? Tu sais, il faut prendre acte du fait que dans cette élection-là, malgré les condamnations criminelles, malgré son rôle pour renverser l'élection, les résultats de l'élection de 2020, malgré toutes sortes de scandales, il est encore hyper populaire. Mais ça, au-delà de sa popularité, ça dit quoi sur les démocrates? Les démocrates, je pense, ont un problème à connecter avec les gens dans leur vie réelle. Biden n'a pas été un mauvais président. Il y a beaucoup de gens Au niveau législatif, il y avait de bonnes choses. Ben oui, il y a beaucoup d'analystes qui regardent le bilan législatif, le bilan de l'économie dont il a hérité avec l'inflation, puis qui se disent « Hey, écoute,
N'importe quel autre président n'aurait pas eu de misère à capitaliser là-dessus. Mais là, tu regardes, d'abord, pour moi, que Biden ait été le candidat en 2020, je te l'ai déjà dit quand tu chroniquais à l'émission que j'animais au retour à cette station, pour moi, c'est incompréhensible. C'est le signe d'une famille politique qui n'est pas très, très, très vibrante. Mais en même temps, c'était le choix le plus safe. Pardonne-moi l'expression. À l'époque, en 2020, sur le terrain, ce qu'on me disait, c'est on veut quelqu'un qui va battre Trump. Et lui, c'est Uncle Joe, c'est le gars de la classe moyenne, de Scranton. Je vais reformuler. Quand tu regardes les candidats qui étaient là, je comprends que Biden ait gagné. Ah. Mais quand tu regardes la brochette de candidats qu'il y avait en 2020, c'était pas très vibrant Dans ce sens-là. comme famille politique. Il y a C'est personne ce que qui je veux sortait dire. du lot. Personne qui sortait du lot, donc il a été le moins pire. Mais au-delà de ça, pourquoi est-ce qu'un Américain sur deux pardonne à Trump tous ses péchés? Puis je comprends qu'il y a un noyau dur qui, il pardonnerait n'importe quoi, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Là-dedans, il y a des gens qui pourraient aller du côté démocrate, mais il y a un rejet de ce que les démocrates incarnent. Pourquoi? Fait qu'on a beau parler de Trump, il va falloir que les démocrates un jour fassent leur introspection, et rapidement, parce que là, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, je pense, c'est que les Américains ont une belle expression, moving the goalpost. Tu tasses la ligne des buts. Fait que les républicains sont en train de faire ça au niveau des États, au niveau des règlements électoraux, etc. Les démocrates devraient se réveiller bientôt et faire l'introspection parce qu'à un moment donné, les règlements vont tellement changer qu'ils ne seront plus capables de gagner. Je vais te faire entendre, au Michigan, j'ai rencontré le directeur du Parti républicain de la région d'Ann Arbor. On est autour de l'Université du Michigan. Là. On est dans un coin hyper démocrate, libéral, de gauche, mais c'est les plus intenses que j'ai trouvés pratiquement. Adam D'Angeli, donc qui est ce directeur, avait un mot à dire sur l'économie, justement, pourquoi il pense que Donald Trump est le bon candidat, puis c'est vraiment dans le même sens que ce que tu viens de dire. I think the number one issue right now for most people is inflation and the economy and jobs. And Kamala Harris has been unable to articulate any solutions to the problem. She can't even explain why her current president, who she reports to for the past 4 years, has done anything wrong. She can't even say what she would do differently. Écoute, c'est l'inflation, l'économie, l'emploi. Puis il dit, Harris, et là, c'est le moment que je trouve intéressant, n'est pas capable d'articuler ou d'expliquer son programme politique. Mais en même temps, là, tu écoutes des économistes américains, puis sur la création d'emplois, sur justement les embauches, le taux de chômage, l'inflation qui est en baisse, ils vont dire, dans le côté macro, ça va pas mal dans l'économie américaine. Il y a d'autres nations dans le monde qui regardent l'économie américaine et qui se disent, mon Dieu, c'est une économie qui est sur les stéroïdes. Mais dans la vie réelle des gens, clairement, il y a quelque chose où on a réussi à créer des réalités parallèles où tu crois vraiment que tu es parmi les pires pays en Occident, ou il y a quelque chose dans la vie réelle des gens qui ne s'arriment pas avec le macro. Mais je pense que c'est un peu des deux. Il y a un peu des deux dans le sens que Trump dit que ça n'a jamais été aussi pire que ça, puis c'est comme si on était au bord du gouffre, puis qu'on était dans une crise sans précédent, ce qui n'est pas vrai. Puis de l'autre côté, la réalité des gens, c'est que tu as ton panier d'épicerie, je reviens sur mon exemple, ça, on me l'a dit. Moi, là, au bout de la ligne, je veux payer mon logement. Ça me coûte cher acheter du lait, des œufs, du pain pour ma famille. Puis Harris, j'ai l'impression qu'elle ne me parle pas de ça. Et le logement lui-même, les Américains ont des problèmes similaires aux nôtres. Sur l'accès à la propriété, sur l'accès à des appartements, pour d'autres raisons aussi. Là. Le marché, c'est deux pays différents. C'est pas régulé de la même façon. Mais quand même, on n'a pas construit assez d'habitations. Donc, tu regardes ça, oui, OK, la démocratie est peut-être en danger. Oui, OK, il y a des commentaires un petit peu dégueulasses des fois, mais la perception, c'est qu'il est meilleur pour l'économie. Puis ça, à la fin, dans une élection américaine, je pense que ça fait une grande différence. On va parler de l'autre enjeu qui est pour moi un des plus gros enjeux. L'économie, je suis d'accord avec toi que c'est l'enjeu numéro 1 à l'urne pour décider c'est quoi. L'enjeu le plus émotif, c'est l'avortement. L'enjeu qui peut motiver des gens, pour moi, là, sincèrement, à aller dire « je vais voter cette année » ou « je vais m'inscrire sur une liste électorale » où il y en a beaucoup qui ont dit « je vais m'impliquer pour la première fois » parce qu'il y avait l'enjeu de l'avortement. Je rappelle qu'il y a 10 États où il y a des référendums aussi, dont l'Arizona, le Nevada, la Floride, où on va dire est-ce qu'on protège le droit à l'avortement dans la Constitution. Le dossier de l'avortement, ça fait 2 ans qu'on s'en parle là, de ça, depuis le renversement de Roe contre Wade, ça fait même plus que ça. Est-ce que tu es surpris que ça soit encore d'actualité dans les enjeux?
Non, parce que tu dis ça fait 2 ans. Écoute, la fameuse décision de la Cour suprême de 73, Roe contre Wade, ça fait 51 ans. Fait que, ouais. Mais avant ça, il y avait déjà des combats. Puis le génie de la droite conservatrice, ça a été d'utiliser l'enjeu de l'avortement pour mobiliser des militants, des électeurs, des donateurs pendant des décennies. Et c'est encore un enjeu qui est important. Est-ce que ce l'est aussi important maintenant pour les démocrates? Je ne le sais pas. Mais, tu sais, cette décision-là qui a été renversée par une Cour suprême conservatrice, moi, je vois les républicains comme un parti qui joue pour gagner. Et les démocrates, comme souvent à gauche, qui veut participer, qui est content d'avoir mené les bons combats. Puis ce que je veux dire par là, c'est... Comme on dit aux enfants, participer, gagner, c'est pas important. Oui, tu sais. mais en fait, la seule chose qui compte en politique, c'est de gagner. Puis quand tu gagnes pas, ben tu nommes pas des ministres, tu fais pas voter tes projets de loi, puis quand tu gagnes pas, tu nommes pas tes juges. Puis, tu sais, je reviens, on a déjà parlé de ça, toi et moi. RBG, c'est quoi son nom? Ruth Bader Ginsburg. Bon, c'était cette icône de la gauche progressiste aux Juge à la Cour États-Unis, suprême. juge à la Cour suprême, qui est morte pendant la présidence de Trump et qui est morte très, très vieille. Si elle était partie au moment où Obama avait une super majorité à son premier mandat, contrôlait le Sénat au complet, contrôlait la Chambre des représentants, avait la Maison-Blanche, si elle était partie, elle aurait été remplacée par une autre juge progressiste, mais non, elle a décidé qu'elle restait. Dieu sait pourquoi. Elle voulait-tu être là jusqu'à 102 ans? Je ne le sais pas, mais le fait est qu'elle est morte pendant la présidence d'un président très à droite, conservateur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a remplacé par une amie personnelle de Jésus. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Fait que quand tu ne gagnes pas, quand tu n'es pas capable de connecter avec l'électorat, ça a des conséquences très longtemps. Puis sur l'avortement, Trump a livré là-dessus. Oui, mais je pense que les républicains feraient mieux s'il n'y avait pas le dossier de l'avortement qui ont à traîner comme une espèce de boulet parce qu'ils ont l'air des extrémistes. C'est pas toutes Valérie. les femmes républicaines puis les hommes républicains qui veulent de ça. C'est la majorité qui veulent pas. Tu as raison, mais ils gagnent encore. Oui. Et ils sont encore en position de C'est vrai, gagner ils pour seraient en cette train élection-là. d'écraser les démocrates carrément. Donc, Ouais. je veux dire, qu'est-ce qui... pourquoi ils changeraient leur recette? Ça fonctionne. Écoute, oui, mais l'avortement, je pense que ça pourrait leur faire perdre des élections. On va voir, mais l'enjeu, Harris, là, oui, soulève des foules dans le sens que les gens voient ça du renouveau, ils y vont Mais parce elle que prêche aux Beyoncé convertis. est là, Barack Obama, mais des gens qui s'impliquent, je parle de bénévoles, je parle d'organisateurs. Il y en a qui n'ont jamais eu un intérêt envers la Oui. politique américaine avant le dossier de l'avortement. Il y a des femmes que j'ai rencontrées qui m'ont dit moi, oui, je sais c'est qui le président puis tout ça, mais je me suis jamais intéressée avant que ça vienne me toucher. Puis entre autres en Indiana, après Roe contre Wade, tu as parlé du renversement là, il y a 2 ans. C'est le premier État qui a passé des lois anti-avortement où c'est des interdictions totales. Et j'étais là la semaine dernière, sur le bord de l'autoroute. Imagine le choc de voir les pancartes publicitaires, là, tu sais, les fameux gros billboards, c'est des images de fœtus. Voter pour la vie. J'étais complètement déstabilisée, choquée, attristée de voir ça, très honnêtement. Et puis les femmes à qui j'ai parlé, il y en a qui me racontaient la chose suivante. Je voulais avoir des enfants. Je voulais en avoir plus que j'en ai, exemple 2. J'en voulais d'autres. Mais la dernière fois, j'ai une grossesse à risque. Qu'est-ce que tu penses que je prends comme décision en ce moment? De ne pas avoir d'autres enfants. Même si mon mari en veut, même si mes enfants veulent des frères et sœurs. S'il y a des histoires personnelles comme ça, c'est ça que je pense qui motive. C'est pas juste Kamala Harris, c'est les petites histoires qui sont dans les médias, que la femme qui est morte en Georgie parce qu'il n'a pas été soignée en raison d'une loi hyper sévère. Est-ce que c'est ce qui va changer le résultat de l'élection? Je te parle de motivation à aller à l'urne. Écoute, je ne le sais pas. Ce qu'on a vu, c'est que ça a eu un effet dans les dernières élections. Les élections des mi-mandat, midterms, entre autres, les oui. gens se sont mobilisés. Est-ce que cette indignation-là peut se poursuivre jusqu'à la présidentielle? Je ne sais pas. Mais tu sais, il y a quelque chose qui se passe aussi qui a rapport avec les médias. Cette jeune femme-là qui est morte parce qu'elle a eu des complications de grossesse, on l'aurait normalement avortée, on Oui. l'aurait sauvée, elle est décédée. Valérie, il y a 10 ans, il y a 15 ans et assurément il y a 20 ans, là, c'est le genre de cas qui serait resté dans les manchettes pendant des jours, des semaines. Ça aurait eu un impact dans la vie politique. On aurait au moins changé
quelques... Oui, ça aurait choqué la population au grand complet. Ben oui, on aurait changé là, au moins, je pense, quelques articles de loi pour ces cas spéciaux-là. Aujourd'hui, l'environnement médiatique a changé. Il y a tellement de nouvelles partisanes que même les grosses nouvelles sont noyées. Hey, Trump a été la cible de 2 tentatives d'assassinat. Normalement, là, il y aurait eu des enquêtes. Il y a des enquêtes, mais ces enquêtes-là auraient été couvertes de A à Z, de long en large. Aujourd'hui, c'est un fait divers. On se dit, pratiquement. Ben oui, c'est vrai. Ouais. Cet été, c'est arrivé, etc. Il y a quelque chose dans l'actualité qui fait qu'on oublie très rapidement. Et la machine de production de nouvelles et d'indignation et d'opinion de droite est très bonne aussi pour faire oublier plein d'affaires en continuant à mettre de la saucisse dans la machine à indignation. On verra ce qui va se passer. Il y a des gens qui peuvent voter dans les référendums pour le droit à l'avortement, mais voter quand même pour Trump. Il y en a qui vont faire, c'est ça les split tickets aux États-Unis, c'est que tu peux voter pour un sénateur démocrate, un élu républicain, un président démocrate, tu peux voter contre le droit à l'avortement. C'est un buffet de choix. Oui, tu as un buffet de choix, mais comme je te dis, moi, je fais aucune prédiction. Je fais aucune prédiction dans les élections en général. Puis sur celle-là, encore moins. C'est tellement serré. Je regarde les sondages. Il y a aussi, là, ça a été démontré, il semble que le camp de Trump envoie dans l'écosystème des résultats de sondage qui, au fond, n'existaient pas. Mais les maisons de sondage qui sont accréditées le montrent que c'est très serré. Oui. Qui croire, je ne le sais pas. Mais c'est un peu, tu sais, cette phrase-là, ce que je viens de te dire, qui croire, je ne le sais pas. C'est ça le résultat de la propagande aussi, qui est principalement de droite. T'sais. Ils ne veulent pas que tu finisses par croire quoi que ce soit. Tu peux façonner des réalités. Tu sais, celle qui a été une précurseur, c'est Kellyanne Conway. Oui. On a tous ri d'elle à l'inauguration de M. Trump quand elle avait dit, ben écoutez, ça, c'est vos faits, mais nous, on a des faits alternatifs. Tout le monde a ri d'elle. Elle avait raison sur toute la ligne. Le monde trumpiste a réussi à créer une réalité parallèle avec des faits alternatifs et ça tient lieu de faits et de réels maintenant. Sans le savoir, tu me fais un pont parfait pour mon prochain sujet parce que J.D. Vance a fait un peu la même chose avec l'histoire « They're eating the dogs, they're eating the cats ». Je n'ai même pas sorti la clip, on s'en souvient tous, on l'a même en tête, de dire que des migrants haïtiens dans la région de Springfield, en Ohio, allaient manger les animaux de compagnie. Écoute, ça a été je pense que ça a été plus viral que la tentative d'assassinat de Trump. Ça reste plus dans notre esprit, cette histoire-là. Et il a dit, je peux construire des histoires ou en inventer si le but, c'est de faire passer mon message. Là, on a eu les faits alternatifs. Là, on dit ouvertement qu'on invente des histoires et que c'est correct pour parler de quoi? Du prochain enjeu, l'immigration. Tu sais, Joe Biden, là, quand il a été élu président, c'était pas la première fois qu'il voulait être président. Quand on dit qu'on se présente à la présidence aux États-Unis, c'est même quand on se présente à l'investiture. Oui. T'es candidat à la présidence. Et je pense que c'est en 88. Oui, exact. Sa campagne avait été en partie torpillée parce que, il faisait des erreurs de fait. Il y avait un plagiat, une histoire de plagiat aussi. Et il y avait un plagiat d'un discours du leader travailliste britannique Neil Kinnock. Et ça a été découvert, ça a été médiatisé et ça a torpillé sa campagne. Dan Quayle, qui était colistier de George Bush, il a mis la campagne en péril parce qu'il avait mal épilé, si je ne me trompe pas, le mot patate. Aujourd'hui, tu peux dire, oui, j'ai parlé d'immigrants qui mangeaient des chats et des chiens, mais c'est pas vrai. En fait, j'utilise ça pour faire ce que les médias font pas, c'est-à-dire attirer l'attention sur le problème ABC. Là, tu écoutes ça et tu te dis, si tu as 22 ans et tu n'as rien connu d'autre, tu te dis, OK, mais c'est la réalité. Quand tu en as 52, mais tu te dis dans quel monde on est. Que ce soit de droite ou de gauche, dire une chose semblable, à une époque, pour un vieux comme moi, ça torpillait ta campagne. Aujourd'hui, ça lui donne de l'oxygène.
Ben, c'est absolument, absolument, parce qu'ils se disent « Ah, mais tu sais, il faut qu'ils parlent de la crise à la frontière. » Fait que c'est correct de mentir. Qu'on en parle avec des faits. Et les conséquences qu'il y a sur la communauté, je fais une parenthèse avant qu'on parle de l'enjeu, mais les conséquences qu'il y a sur la communauté haïtienne à Springfield, les appels à la bombe, les menaces. Écoute, l'autre fois, je lisais, il y avait un colis Amazon devant une maison, devant une école qui a été abandonnée là ou qui était à la mauvaise adresse. On a tout bouclé le secteur parce qu'il y en a tellement d'appels à la bombe et autres qu'on s'est dit, ben là, peut-être que ça y est. Dans les premiers temps du Trumpisme, là, il y a des analystes, même à droite, qui disaient, mais pourquoi ils sont cruels comme ça? Tu sais, ils pourraient arriver au même résultat sans être cruels. Et à un moment donné, je ne me rappelle pas qui avait sorti ce point de vue-là, mais avait dit, mais cruelty is the point. La cruauté, ils utilisent la cruauté parce qu'ils sont cruels. Je te dis pas qu'ils le sont tous, mais dans cette campagne-là, quand tu regardes les gens qui sont dans la campagne de Trump, il y a un grand désir de force brute. Je suis plus fort que toi, puis je vais t'écraser. Tu sais, rappelle-toi Trump, là, dans ses manifestations, quand il y avait quelqu'un qui se levait pour protester, il invitait les gens à battre le protestataire. J'avais déjà oublié ça, t'imagines? Ben, moi, j'ai pas oublié, parce que ce que ça montre, c'est ce grand désir de la loi du plus fort, tout le temps. Puis dans une démocratie, c'est pas supposé d'être comme ça. Puis ce qui est particulier dans le dossier de l'immigration, qui est, je te dirais, l'autre gros dossier avec l'économie, là, j'ai parlé d'avortement au niveau émotif, mais dans les dossiers tous les sondages, là, qu'est-ce qui est, autant chez les démocrates, les républicains, qu'est-ce qui compte le plus? Il y a l'immigration, la crise à la frontière, Kamala Harris qui a durci le ton en disant oui, il y a une crise qui est là depuis des années, il faut faire quelque chose. Mais c'est rendu dans les rassemblements, les propos racistes. Ce week-end, il y avait un rassemblement à New York que tu as sûrement vu les extraits. Il y a un humoriste que je ne nommerai pas, là, en tout cas un comédien, humoriste qui se trouve très drôle, qui a parlé de Porto Rico en disant que c'est une île flottante d'ordures au milieu de l'océan. On a aussi dit Stephen Miller, qui pourrait être le chef de cabinet de Trump, qui est un gars de l'extrême droite qui était dans son parti, a dit « L'Amérique est pour les Américains et les Américains seulement ». Puis il y a eu des jokes aussi sur le fait que les Latino-Américains se reproduisaient trop, qu'ils faisaient trop de bébés. Puis là, je vais épargner aux gens les détails sur la petite joke sexuelle qu'il y a eu avec ça. On rit de ça, puis c'est comme correct. Oui, puis Mme Harris, qu'on a comparée à une prostituée, qu'on a comparée à l'Antéchrist. Avec un crucifix à la main, là, pour ceux qui n'ont pas vu les images. Mais écoute, et ça marche. Et ça marche. Je sais pas comment. Je te fais une parenthèse, là. Ouais. Juste parce que tu vas dire, une prostituée, tout ça. J'ai été à un rassemblement de Trump en Pennsylvanie. Là, ça va faire un petit peu plus d'une semaine. Le fameux rassemblement, on a parlé d'Arnold Palmer. Mais un des trucs qu'on scandait puis qu'il y avait sur les T-shirts, c'était « Get rid of the hoe ». C'était ça que les gens criaient. Hoe, qui veut dire prostituée. Whore, qui veut dire prostituée. Et c'était comme normal. Et et je me souviens, quand je couvrais aussi la campagne Clinton, le nombre de trucs dégueulasses qu'il y avait sur les chandails. Il y avait un père et un fils à un rassemblement au New Hampshire, je vais toujours m'en souvenir, qui disait Clinton est genre moins belle qu'une stripper du lundi soir ou à 4h p.m. Tu sais, comme quelque chose de... Je me rappelle même pas c'est quoi la formulation exacte, mais des attaques sexistes, racistes, on en fait ouvertement, ça fait pas plus bouger l'aiguille. Ça fait pas plus bouger l'aiguille. Puis je pense que là-dedans, il y a une réaction aussi à des années et des années. T'sais, appelons ça le politiquement correct. T'sais. À une époque, puis je te dis pas là, qu'on devrait pouvoir dire ce qu'on dit là, mais il y a cette perception dans la société que tu peux plus rien dire. Et je sais que chez les progressistes, c'est pas vrai. T'sais, on va dire, c'est pas vrai qu'on peut plus rien dire, mais on peut plus rien dire sans subir les conséquences. Ouais. Parfait. Mais il y a quand même une aseptisation du langage, de ce qu'on peut dire. T'sais, la fenêtre des critiques sociales, c'est un peu rétréci. Là, c'est la rébellion. Depuis 25 ans. Et là, Trump arrive, puis lui, il prend la fenêtre, puis il fait pas juste l'ouvrir. Il fait pas juste ouvrir les rideaux, ouvrir la fenêtre. Non. Il prend un bulldozer, puis il passe à travers du mur. Et il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans. Oui, puis qui vont faire tout ce qu'ils veulent. Il y a aussi la déportation la plus importante de toute l'histoire. Tu sais, qu'est-ce qui va se passer? On dit, là, je reviens à l'économie. Ça briserait l'économie si ça se produit, ça. C'est pas grave. Parce qu'ils ne pourront pas expulser des millions de personnes. Ce qui compte, c'est de l'essayer. L'image. Ce qui compte, c'est d'avoir des images de gens qui sont déportés. Encore là, la cruauté pour la cruauté. Puis je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de frontières aux États-Unis. Non. Il y en a un. Oui.
Il y en a un. Puis encore là, je reviens aux démocrates. Les démocrates se sont pas occupés de ça. Il y a eu un projet de loi là, bipartisan qui n'est pas passé, qui a été torpillé par M. Trump. Mais avant ça, les républicains avaient une réflexion là-dessus. Oui. C'était leur enjeu, pendant que les démocrates, c'était pas un enjeu pour eux. Bien, ça a des conséquences, ça, à un moment donné. Tu sais, quand je te disais, c'est quoi la position des démocrates, puis est-ce que les démocrates sont pas dus pour une sorte de reset dans leur relation avec l'électorat américain? Bien, la frontière sud, ça fait partie de ça. Puis quand on comprend l'électorat américain aussi, les latino-américains, bon, les Cubains, ils votent toujours conservateurs, là, surtout les Cubains de la Floride, ça, historiquement. C'est pas un bloc de toute façon homogène. Non. Et on voit qu'ils délaissent de plus en plus le Parti démocrate. Et dans les sondages, on leur dit, oui, mais Trump a des propos, exemple, racistes avec les migrants. Pourquoi est-ce que vous continuez de voter pour lui? Et ce qu'ils disent, la majorité, c'est que c'est pas un migrant comme moi. Oui. Moi, soit je suis arrivé ici légalement, ou soit ça fait tellement d'années. On parle pas de moi. On parle du migrant qui est sorti d'un... Là, je sais que je vais faire une exagération, mais c'est ce qu'on dit, qui est sorti d'un asile, qui est un dangereux criminel, qui vient ici pour tuer des enfants, pour violer des femmes et tout ça. Ils se disent que ça ne nous concerne pas. Mais ça, c'est intéressant, Valérie, parce que quand... Du côté des progressistes, il y a eu, à mon sens, une sacralisation de l'immigrant, de l'autre. Fait que c'est vrai au Canada, c'est vrai ailleurs. Mais, puis c'est correct, là, moi, je veux pas qu'on lance la roche à ces gens-là pour ce qu'ils sont. Lançons-leur la roche comme à n'importe qui quand ils font quelque chose. Mais, ce qui est particulier de constater, c'est que tu as beaucoup de gens dans les communautés de nouveaux immigrants qui sont beaucoup plus à droite que les progressistes qui les ont sacralisés. Tu le vois au Canada, là, dans les manifestations anti-LGBTQ dans la dernière année, là, beaucoup de gens issus de l'immigration. Fait que là, t'es un progressiste, t'es un peu pogné, tu sais. T'as sacralisé les LGBTQ, t'as sacralisé les immigrants, puis whoop, là, t'as les immigrants qui lancent des tomates aux LGBTQ. Où est-ce que t'es supposé de mettre ton X dans ce débat-là? Oui. Fait que quand tu me parles des Latinos, bien, les Latinos sont comme n'importe qui dans la société. C'est pas un bloc monolithique. Puis t'as des gens qui sont très conservateurs là-dedans, puis qui vont se reconnaître dans Trump. L'autre enjeu, démocratie. Oui. C'est assez particulier que dans les derniers sondages, avant, on a toujours donné l'avantage aux démocrates sur le dossier de la démocratie parce qu'on sonde des électeurs sur le dossier de l'économie. Bon, vous avez confiance envers les démocrates, les républicains, c'est les républicains, immigration, même chose. Avortement, c'est les démocrates. Et là, la démocratie, c'était toujours les démocrates, mais là, tu vois, l'écart n'est pas si grand entre les deux parce que les deux partis utilisent la même formule, c'est-à-dire la peur, c'est-à-dire c'est la dernière élection différemment. Mais c'est quand même ça. Écoute, pour entendre les discours là, et faire un copier-coller, c'est pas la même démocratie qu'ils ont en tête. Mais Trump va dire, c'est votre dernière fois que vous pouvez pouvoir voter légalement ici. Ça va être du communisme, ça va être du socialisme, c'est une fasciste. Il dit ça aussi de Kamala Harris. À l'inverse, on dit, il n'y aura plus de démocratie comme on l'a connu si Donald Trump est élu encore puis que les institutions ne tiennent pas le coup. OK. Qui a raison? La plus grande menace à la démocratie entre les deux? Oui. Bien, c'est les républicains. Ben, mais je te dis dans le message. Je pense que objectif. Je comprends que d'un côté comme de l'autre, on joue sur la même carte. Mais je veux dire, c'est pas les démocrates qui ont tenté en 2016 de renverser le résultat de l'élection. C'est pas les démocrates en 2016 qui ont dit l'élection a été volée. Ils n'ont pas envoyé des émeutiers pour essayer d'intimider les gens du Congrès qui allaient faire ce geste protocolaire d'homologuer les résultats. Ils ne sont pas en train de placer des hyper-partisans partout. Ils ne promettent pas de punir tous les Trumpistes s'ils sont élus. Fait que je comprends que le discours est le même dans les deux. Oui, mais c'est pas mon opinion personnelle. Non, tu comprends que la perception est la même des deux côtés. Mais regarde, dans mon univers à moi, qui n'est pas un univers alternatif, il y a encore des faits. Puis c'est plate, mais c'est pas les démocrates qui essaient de voler des élections. Mais ici, il faut parler de faits alternatifs parce que c'est ça que les républicains vont présenter en parlant des démocrates. Et je sais que c'est le prochain élément. Mon prochain extrait va sûrement t'intéresser. Écoute, par hasard, je suis au Michigan encore une fois. Et là, je suis dans le bureau. J'ai fait entendre un extrait tantôt d'un responsable républicain. Puis là, il y a un gars qui rentre. Puis là, il est bien intrigué de savoir qu'un média canadien est là. Puis tu travailles pour qui? Puis là, tu as un petit ton accusateur.
Et lui, c'était un des faux grands électeurs mis sur place par Trump qui est en procès en ce moment, ce gars-là. Je l'ai vérifié, je l'ai googlé, comme on dit en bon français. Et il me dit, j'ai été réélu pour être encore une fois un grand électeur parce que les gens me font confiance. Alors, là, il est dans un procès au criminel. Il va être là quand même pour la prochaine élection. Et juste te dire à quel point sa vision de Trump, elle est politico-religieuse, sauveur, messie, la démocratie est menacée uniquement par les Biden et les Harris de ce monde qui sont l'antéchrist carrément. Je te fais entendre Timothy King. They have blood on them. And they are going to have to answer to God. I'm confident that God will allow Donald Trump to be our president. God protected him from 2 assassination attempts. He is, and I can say this, Biden's he's not George Washington like it's claimed to be. Donald Trump is the next George Washington. Bon, George Washington, Biden n'est pas George Washington. Je ne sais pas si M. Biden avait dit ça. Trump est le prochain Washington. Mais surtout, moi, ce qui me frappe dans cette déclaration-là, Valérie, c'est tout le rapport à Dieu. Et là, bon, écoute, Dieu l'a protégé dans ses tentatives d'assassinat, Dieu l'a choisi pour nous défendre, etc. Moi, je trouve de plus en plus aux États-Unis que même s'il y a toujours eu là, un noyau dur très religieux, chrétien aux États-Unis, ça grossit, ça se radicalise. Et ce gars-là, là, s'il était iranien, là, on dirait que c'est un fou de Dieu. On dirait, voyons, regarde. Un extrémiste religieux. C'est une des raisons pour lesquelles l'Iran est un pays qui n'est pas où il devrait être présentement. C'est parce que c'est une théocratie. Mais tu as plein de gens aux États-Unis, comme ce monsieur-là, qui n'auraient pas de problème à ce que les États-Unis soient une théocratie chrétienne. Et ça, il y a une montée en puissance qui est hallucinante. Puis quand tu regardes le parcours de M. Trump, personne n'est parfait. Sauf que on ne peut pas dire que c'est un parcours très chrétien dans sa vie. Au niveau des valeurs chrétiennes... On repassera. Oui, mais on a plein d'exemples en tête. Mais on revient à l'avortement. Ouais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, aux États-Unis, là, vont être éternellement reconnaissants à M. Trump pour avoir constitué une Cour suprême qui a renversé la fameuse décision qui permettait l'avortement. J'ai trouvé ça intéressant de voir... tu sais, j'ai rencontré... je suis dans la même salle que Al Sharpton, qui est un leader religieux, démocrate, qui était, lui, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui était près de Barack Obama. Puis il avait un discours super féministe. Puis il y avait un discours pro-choix et tout ça. Puis les autres pasteurs qui étaient là aussi avaient un discours comme ça. Je trouvais ça intéressant. Je ne m'attendais pas du tout dans une église à avoir un discours féministe. Là, je fais une parenthèse, il n'y a aucun rapport avec le sujet de la démocratie. Mais tu sais, ce qu'il disait, c'est... On a tous une mère. On vient tous d'un utérus en quelque part. Là. Fait que, premièrement, respecter les femmes parce que c'est ça. Là, ils ont le droit de choisir. Il parlait aussi du vote des jeunes noirs qui ne voulaient pas voter pour une femme parce qu'ils disaient, oh non, ils sont machos. Oui, ça semble-t-il que c'est un des problèmes qui afflige Mme Harris. Là. Oui, puis d'ailleurs, je pense même qu'on a l'extrait. Là, je vais faire une parenthèse dans mon discours sur la démocratie, mais on a un extrait d'Al Sharpton. Al Sharpton, je viens de le dire, qui est ce révérend qui a été aussi... c'est lui qui a fait la cérémonie de Michael Jackson lorsqu'il est décédé, de George Floyd aussi lorsqu'il est décédé. D'ailleurs, son frère était là, George Floyd, pour mobiliser le vote des Noirs, mais on écoute Al Sharpton, ce qu'il a à dire aux jeunes Américains. And now you gonna stand up and denounce a woman that proved that your daughter and your niece could stand up and be somebody in the name of a man that has never stood up and has stood up against us. Well, I'm a man. No, you a punk. Écoute, il te les a brassés. C'était Oui, bien, il a dit aux hommes noirs américains, oui. là, vous allez me dire que vous n'avez pas vous lever pour une femme qui permet à votre mère ou à votre soeur, à votre nièce de s'affirmer, oui. Mais vous allez vous lever pour un homme qui a toujours nié ça. Puis là, il dit, vous n'êtes pas un homme, vous êtes un punk. Oui, ça se traduit pas très baveux, bien, mais mettons, c'est ça. Là, mais puis il expliquait que Donald Trump n'a rien fait pour eux, malgré toutes les promesses. Puis là, il expliquait pourquoi c'était l'unique choix de voter. Puis il disait, vous dites que Barack Obama vous a regardé de haut. Il dit, non, moi, je vous regarde de haut. Moi, je suis en train de vous le dire. Il n'a rien fait pour eux, sauf que tu regardes certaines statistiques, là, j'ai vu ça dans le New York Times, il semble-t-il que sous Trump, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais la rémunération des hommes noirs aurait augmenté. C'est ça. Mais là, ils disent que c'est les politiques de Obama qui ont continué avec Trump. Là, je ne sais pas qui dit vrai dans la ligne du temps. L'économie,
c'est une ligne du temps qui n'est pas toujours perméable oui. à ce qui se passe en Le politique mandat d'un immédiatement. termine, ça commence pas une nouvelle crise économique après. Là. Je veux dire, c'est une continuité. C'est une crise économique Non. sur un président, ça va continuer sur l'autre. Et si ça va bien, ça va continuer sur l'autre, à moins qu'ils mettent le feu dans la place. Là, mais... C'est pas toujours immédiat. Ça peut être immédiat. Si Trump met en place des barrières tarifaires de 10 et 20 l'effet risque d'être immédiat. As-tu vu aussi la rumeur qu'il n'y aurait plus d'impôts du tout? Bien, c'est un vieux rêve, ça, de la droite américaine. Puis cette droite américaine-là a toujours existé, mais elle était aux marges. Là, les marges se rapprochent du centre de la vie politique de droite américaine. Je ne suis pas surpris que ça existe. Ils vont être capables de le faire, mais c'est un vieux rêve, ça, de ne plus avoir d'impôts, d'income tax. J'ai posé la question à des républicains. J'ai dit, ça vous dérange pas le 6 janvier 2021, l'assaut du Capitole? Ou, je voulais voir c'est quoi leur réponse, leur justification. Bon, il y a celui qu'on vient d'entendre tantôt, Timothy, qui disait, lui, finalement, c'est rien, au contraire, c'était bon, là, parce que ce que j'ai pas mis dans l'extrait, il dit Biden, Harris font le trafic pratiquement des enfants, puis qui ont du sang sur leurs mains, puis en tout cas. Mais les autres me disaient, nous, là, les enjeux, là, c'était il y a 4 ans, ce qui s'est passé. C'était il y a 4 ans, le 6 janvier 2021, puis tout ce qui s'est passé. Là, ce qui est important, c'est ce qu'on a sur la table, les enjeux de kitchen, là, de cuisine, là, l'immigration, tout ça. Ça, c'est des enjeux. Fait que la démocratie, c'est pas comme si c'était si important que ça. Tant qu'ils payent leur épicerie moins cher, puis que les migrants n'arrivent pas par millions, c'était pas grave. Moi, je suis de ceux qui pensent que les Trumpistes veulent créer un État où ils vont toujours gagner. Donc, c'est une dictature ou c'est un pays autoritaire? Je ne sais pas c'est quoi la différence. Mais ce que je regarde dans l'histoire récente du monde, c'est que les pays qui ont les meilleurs résultats, c'est des démocraties. Puis c'est pas hyper difficile à l'expliquer. Dans une démocratie, tu as un renouveau, tu as des nouvelles idées. Dans une autocratie, dans une dictature, les mêmes vieilles idées vont être figées longtemps. Ceux qui ont accès au levier du pouvoir vont être là longtemps parce qu'ils sont fidèles à celui qui est à la tête de l'État. Si les Américains choisissent un parti qui veut en effet là, créer un État autoritaire ou une dictature, on parlait de l'économie tantôt, c'est pas demain matin, c'est dans 10 ans, c'est dans 20 ans, c'est dans 25 ans. Le meilleur exemple de ça, c'est la Russie. La Russie, là, ça devrait être un pays riche, ça devrait être un pays qui a plein d'entreprises cotées en bourse, ça devrait être un pays où il y a de l'innovation. Les forces vives sacrent leur camp. C'est pas un pays qui fait grand-chose. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a un dictateur en haut. Puis les républicains, je te le signale, sont en pamoison devant M. Poutine. Autre élément avant d'aller dans ceux qu'on n'aura même pas le temps d'aborder, là, mais référendum Trump, il y en a qui disent c'est peut-être l'élection, l'enjeu à l'urne. L'enjeu serait finalement un référendum encore sur Donald Trump comme on a eu en 2020, comme on a maintenant, parce qu'il y en a qui vont faire un vote contre Trump, qui ne sont pas passionnés par Harris, mais vont dire Trump, ça ne m'intéresse pas. Puis ça aussi, je l'ai entendu sur le terrain, juste parce que Harris, c'est le choix logique ou c'est le choix décent. Il y en a que c'était simple. Là. Je disais, pourquoi vous votez pour Kamala Harris? Bien, parce que comme pas d'autres options, parce que c'est l'option la plus saine. Et à ce sujet, je vais te faire entendre Tom, que j'ai rencontré à Pittsburgh, qui est un bénévole démocrate. J'ai fait du porte-à-porte avec les démocrates pour voir comment ça se passait. Puis je lui ai demandé pourquoi Kamala Harris. Voici ce qu'il m'a répondu. For me, it's really just sanity. Like, I don't like the chaos that Donald Trump brings every day. Every day, when he was president last time, I would wake up and wonder what crazy tweet happened at 3 o'clock in the morning, or how has he compromised our relationship with the rest of the world? And those sorts of things, like, I would like someone who's intelligent and disciplined and moderated and someone I can rely on. C'est intéressant ce que le monsieur dit. Il dit, je suis pour Harris parce que je suis pour la sanity, disons, la santé mentale, disons ça comme ça. Là. Mais contre le chaos aussi. Contre le chaos. Et il dit, j'en peux plus du chaos, justement, de Trump. Moi, je pense que Trump, Valérie, aurait jamais pu exister sans l'Internet. Trump, en 88, c'est impossible. Trump, en 92, c'est impossible. 96, 2000, 2004, l'Internet est là, mais les réseaux sociaux ne sont pas là. 2008, même chose. Obama a réussi là, à mater cette force-là naissante. Mais Trump a réussi à incarner
toute la culture des commentaires, toute la culture des forums de discussion, toute la culture aussi où ton identité devient très liée à ton équipe de football, ta chanteuse préférée. Tu sais, quand tu écris quelque chose contre Taylor Swift, là, je veux dire, c'est la colère de Dieu qui te tombe dessus. Tu comprends? Oui. Mais Trump a réussi à canaliser cette force-là, à l'incarner, à y donner une voix. Tu sais, Trump, c'est un troll. Trump, c'est un troll et les trolls se reconnaissent dans lui. Donc, quand tu es un troll, tu veux du chaos. Et moi, je pense que j'écoutais le monsieur parler, là. Ce qu'il raconte, là, la vie politique qui n'est pas au centre de la vie sociale tout le temps, c'était avant l'Internet. C'était avant l'Internet des forums de discussion. Là, tu as accès à Internet, aux nouvelles, à la controverse, à l'outrage, tout le temps. Et Trump te donne ça. Bien, Trump, c'est le président Twitter. C'est comme ça que je l'appelais. Il est né de Twitter pratiquement parce que, si tu te souviens, campagne électorale, tellement de publicité gratuite. Son tweet, c'était ça, la bande en bas là, de l'écran à CNN ou même à Radio-Canada. Ici, on parlait du dernier tweet. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait justement pour la politique étrangère? Et là, s'il est réélu, il va utiliser quelle plateforme? Qu'il a utilisé, c'est X, avec son ami Elon Musk, qui est son petit cheerleader en ce moment, plus que jamais. Oui. X n'est pas ce que c'était avant. Je pense qu'on est d'accord les deux avec notre utilisation de X, qui n'est pas la même que par le passé. Mais c'est aussi son élection sur X parce que c'est la plateforme où les gens qui aiment Donald Trump vont se retrouver, qui sont en puissance. Elon Musk bombarde les gens de trucs sur Trump. Tim Walz, d'ailleurs, a dit que c'était lui le vrai colistier de Donald Trump. Je trouve que c'est un peu vrai. J.D. Vance est beaucoup moins présent que lui. Mais ouais, peut-être un référendum sur Trump à la prochaine élection. À voir. Peut-être. Mais je persiste à croire, Valérie, que l'économie, le pouvoir d'achat, tout ça, là, c'est encore plus central. Puis après ça, Trump, c'est un phénomène. Puis tu sais, je ne sais pas s'il va gagner mardi prochain, mais je sais que le Trumpisme ne va pas mourir parce que c'est une formule éprouvée. Ça fonctionne. Ça fonctionne pour te garder concurrentiel dans le marché électoral américain. Fait que même s'il meurt demain matin, s'il perd mardi prochain, le Trumpisme, c'est là pour rester. Dernière question. Es-tu surpris qu'on n'a pas dans notre liste armes à feu, environnement, santé? Je connais déjà ta réponse. Bien, un peu surpris sur... pas sur les armes à feu. Sur les armes à feu, moi, quand il y a une nouvelle tragédie, je déteste l'expression. Ça relance le débat sur les armes à feu aux États-Unis. Le débat sur les armes à feu aux États-Unis, il est réglé. Il est dormant. Il est réglé. Il ne se passe rien. Le jour où il y a un fou qui a massacré des écoliers du scolaire, préscolaire. Là. Sandy Hook. Exactement. Puis il n'y a rien qui a changé. Pour moi, c'était fini. Sur la santé, je suis surpris, mais là aussi, les Américains ont accepté d'avoir un système qui se compare très mal à ceux de pays semblables, qui vivent avec. Je pense que Trump, ici, il a essayé de mettre fin à Obamacare. Ça n'a pas fonctionné. Fait que c'est pas la meilleure idée pour sa plateforme. La dernière fois, il avait surfé là-dessus, mais c'était pas payant. Puis les démocrates, je pense pas que c'est non plus la meilleure carte. Non. L'environnement. L'en quoi? L'environnement? Mais c'est pas un enjeu dans ce pays-là. Je veux dire, puis s'il gagne, il va pousser encore le curseur encore plus à droite. Plus contre le vert. Plus vers le brun. Plus vers le brun. J'adore cette fin de balado. C'est pas vers le orangé. C'est pas vers l'orangé, c'est vers le brun. Les plus vieux pourraient dire que le brun de l'environnement détonne sur les chemises brunes, mais là, ça prendrait un cours d'histoire un peu long. Puis là, on n'a pas le temps que tu me fasses un cours d'histoire. Je suis désolée. Ça serait un peu plate. Merci, Patrick Lagacé. Merci, Valérie Beaudoin. Merci d'avoir participé à ce balado à une semaine de l'élection. Mon Dieu. On y arrive. Je ne sais pas dans quel état je vais y arriver, et toi, là, mais on n'a pas le choix. Ce qui est sûr, c'est que pour des gens comme nous, qui sommes des nerds d'actualité et de politique américaine, ça va être fascinant à voir évoluer. On se retrouve donc dans une semaine pour l'épisode qui va tomber la journée même de l'élection. Je vais parler avec deux anciens organisateurs politiques pour le Parti démocrate, des Franco-Américains, qui vont nous parler de leur expérience sur le terrain.